Bonjour, je devrais dire moyenne parce que nous sommes au Luxembourg. Au Luxembourg, que ce soit pour dire bonjour ou pour dire au revoir, on dit moyenne. Voilà, donc moyenne. Alors, c'est un peu particulier. Nous sommes le 19 février, un peu plus de 13 heures, énormément de vent. Donc, j'ai mis la bonnette anti-vent sur mon portable, mais à mon avis, il y a vraiment beaucoup de vent. Je suis venu tout spécialement dans cette vallée. Ce village s'appelle Siebenalen. Vous voyez, il y a la petite église là derrière moi au bout de la rue. Et en fait, cette église est au milieu d'une espèce de mini rond-point. Et la route principale passe juste derrière. Et ici, je suis descendu me garer sur le pont qui surplombe un affluent de la Clerve. C'est une magnifique petite vallée. Goliath est des nôtres, vous le verrez en temps utile. Alors, je suis venu dans cette vallée pour échapper au vent. Malheureusement, j'ai mal calculé mon coup au point de vue... Bon, je vais me centrer. Voilà. Au point de vue température, parce qu'il fait beaucoup plus froid que hier. Je n'ai pas mis mes protège-oreilles, j'ai pas de bonnette. Bon, j'ai qu'une écharpe légère. On va voir si je survis à la chose. Et on a eu hier une grosse tempête. Il faisait très doux, mais aujourd'hui, il ne fait plus doux du tout. Plus doux du tout. Il y a 4 degrés. Bon, on a vu pire. Hein. Et alors aujourd'hui, je vous ai concocté un petit sujet de derrière les fagots. Bon, je ne sais pas s'il aura du succès. En tout cas, je crois que ce sont des informations importantes que peu de gens maîtrisent, que peu de médecins, je dirais même, comprennent totalement. Et d'ailleurs, l'idée de ce sujet m'est venue suite à des échanges avec un collègue qui... Alors, j'essaie de vous montrer Goliath, puisqu'il est Goliath. Voilà. Voilà ce Goliath là. Voilà. Et vous voyez, le truc résiste ici, c'est toujours assez délicat. Hein. Alors, on va forcer un peu le truc pour vous montrer Goliath. Ah, oh là 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 là. Pouf. Bon. Je ne maîtrise pas fort la technique, moi, vous savez ça. J'ai mon staff qui va encore se moquer de moi. Bon, écoutez, mais le problème, c'est que Goliath est en forme. Il bouge. Aujourd'hui, il n'y a pas de chat, il n'y a que Goliath. Et vous l'entendez, vous le verrez en temps utile, sinon je vais complètement détruire mon enregistrement. Alors, on s'oriente vers cet embranchement dans la vallée, ou c'est peut-être même... non, je crois que c'est de là que vient le ruisseau, je sais pas, on va voir, je ne suis jamais venu par ici. Donc, je découvre avec vous. Et là, je vois que c'est assez abrité du vent, parce que je pense que vous devez certainement encore entendre le vent. Bon, hier, on était vraiment dans un avis de tempête. Alerte rouge reçue sur mon portable de la part du gouvernement luxembourgeois. Bon, c'est l'hiver. Donc, le sujet en question, un peu sorti de derrière les fagots, eh bien, c'est l'interprétation des taux d'insuline. Et c'est un nouvel assaut critique contre le fameux index HOMA. H-O-M-A. Moi, je suis contre l'index HOMA. Je l'affirme et je maintiens cette affirmation. Je n'aime pas l'index HOMA. Je n'aime pas les procédés destinés à rendre les médecins idiots ou encore plus, ou encore plus basique que ce qu'ils ont déjà tendance à faire sous la pression d'un système qui n'est pas fait pour éveiller la subtilité, l'intelligence, l'interprétation efficace de données biologiques. Vous voyez, on veut faire le travail à sa place et il y a plein de trucs comme ça. Il y a un autre machin
par-delà du fameux index OMA, qui est un autre index pour la fonction rénale, le GFR. Je crois que c'est l'acronyme anglais, je ne suis même pas certain que c'est le même acronyme en français, mais il me semble que oui, c'est Glomerular Filtration Rate. Encore un truc. C'est soi-disant utile pour vous donner une idée de la qualité de la fonction rénale. Bon, je suis désolé, mais juger la qualité de la fonction rénale sans analyse d'urine, bon, moi je ne suis pas convaincu, c'est une vaste blague. Vous voulez analyser la fonction rénale, vous dosez la créatinine dans le sang et la créatinine dans l'urine de 24 heures. Et vous calculez, le laboratoire vous calcule, donc ça, vous avez quand même de l'aide, hein, c'est pas que vous êtes seul et abandonné, et vous calculez la clairance de la créatinine. Et là, vous avez un reflet fidèle de la fonction rénale. Un truc machin GFR basé que sur des analyses sanguines, c'est de la poudre aux yeux, c'est bidon. Il ne faut pas travailler comme ça. Il faut utiliser la biologie à bon escient. La biologie est très importante, ça amène énormément d'informations utiles pour comprendre ce qui se passe et notamment ce qui se passe mal. Et c'est un outil précieux parce que non seulement vous diagnostiquez un problème, mais alors quand vous apportez des solutions, vous proposez des changements alimentaires, des traitements, bon, tout dépend du cas, eh bien, vous pouvez juger des progrès et vous pouvez montrer ces progrès au patient, comme quoi les efforts qu'il a fournis sont payants. Ça me paraît logique, non? Oui, on est donc ici sur un petit affluent du ruisseau qu'on a vu tout à l'heure, vous l'entendez, très agréable bruit. Hein. Peut-être même vous allez le voir. Hein. Et voilà le petit ruisseau ici. Alors, on va faire. Non, Goliath ne veut pas être vu aujourd'hui. Bon, et en plus il m'entortille, et hop, et on fait un petit tour et un peu on s'en va. Il m'embobine, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Bon, je me recadre. Donc, dans ce petit décor sonore agréable de frais ruisseaux qui coulent du plateau là au-dessus, vous comprenez que ces analyses biologiques bidons, moi, ça ne me plaît pas. Le test OMA, c'est bidon. Le test OMA, c'est soi-disant, ça vous dit tout sur le risque de développer diabète, résistance à l'insuline et prédiabète, évidemment, qui est annonciateur de problèmes plus graves si on persiste dans l'erreur, typiquement dans l'erreur alimentaire, bien entendu. Eh bien, c'est pas bon. C'est pas bon parce que l'index OMA vous rassure faussement s'il est bon, alors que, et c'est fréquent, je ne dis pas que c'est la règle, mais ça arrive régulièrement, le fameux taux d'hémoglobine glycosylée HbA1c, lui n'est pas bon. Alors vous dites, ah, tout va bien. Eh bien non, ça ne va pas. Qu'est-ce que je dise, moi? On vend de la... Bon, je modère mes propos. Hein. On vous raconte... Alors, les Français vont aimer. En wallon, on dit des carabistouilles. Ce sont des carabistouilles. L'index OMA est une vaste carabistouille. Il est fait de 2 dosages. Comme s'il fallait un index pour interpréter 2 valeurs. Bon. Alors on mélange ces valeurs dans un index. Je ne veux même pas savoir comment c'est fait. Je ne veux pas en entendre parler. Les 2 valeurs sont très intéressantes. Mais nom d'un chien, doser les 2 valeurs sont des analyses basiques, peu coûteuses, simples à faire, à jeun de 12 heures. Donc un jeûne overnight, comme on dit, hein. Manger la veille au soir, puis aller faire sa prise de sang le matin. Et... Goliath, attends un peu, parce que... Ah, mais tu m'arranges, toi, aujourd'hui, hein. Oui. Et c'est la glycémie à jeun et l'insuline à jeun. Bon, est-ce que c'est si compliqué
de doser la glycémie à jeun et l'insuline à jeun et d'observer les résultats. Alors, c'est vrai, souvent, les deux vont dans le même sens. Ils peuvent être bons chez des gens qui ont un bon métabolisme des sucres rapides, donc qui n'en mangent pas trop et surtout qui ne les mangent pas au mauvais moment, c'est-à-dire entre les repas ou en début de journée ou avant le premier repas, à 16 heures, vous connaissez la chanson. Et donc chez ces sujets qui sont raisonnables, les deux valeurs sont plutôt bonnes. Évidemment, l'index SOMA est bon. Ah, ok. Vous êtes bien avancé. Vous avez pu aussi regarder les deux valeurs, non ? Vous ne croyez pas ? Et puis alors, évidemment, chez beaucoup de gens qui font tout l'inverse, eh bien, les deux ne sont pas bons. Et l'index SOMA n'est pas bon. Voilà. Vous voilà super génial. Et alors, ça fait bien. Hein. Vous savez, bon... et ton médecin, il t'a demandé l'index SOMA ? Il n'a pas demandé l'index SOMA ? Ouf, tu es sûr que c'est un bon médecin ? Il n'a pas demandé l'index SOMA. Bon, alors pourquoi est-ce que je n'aime pas, moi ? Parce qu'il faut les deux valeurs. Il faut la glycémie à jeun qui peut dériver dans un... Mais bon, est-ce qu'on va finir par... Non, mais le truc, l'univers est contre moi. L'univers est contre moi. Il y a quelque chose ici aujourd'hui qui fait que... Non, non, il n'y a pas moyen de vous montrer Goliath. Donc, c'est comme ça. Hein. Je ne vais pas tout re-shooter, tant pis. Bon, c'est chaotique, on s'en fout. On est là pour vilipender l'index SOMA, eh bien on va le vilipender une bonne fois pour toutes. Pourquoi ? Parce que la glycémie à jeun, seule, peut être discordante, et on voit, surtout ici en ces temps de post ou fin de, espérons, pandémie, on voit des glycémies à jeun anormalement hautes et une très bonne insulinémie à jeun. Bon, ça peut être le stress. Donc, la glycémie à jeun, dans un contexte de bon métabolisme des sucres, peut, en étant trop élevée, refléter un pic de cortisol matinal et du stress. C'est quand même intéressant. Maintenant, si vous noyez ce fait dans une insuline qui est très bonne, eh bien, l'index SOMA va vous dire c'est bon. Et vous allez louper ce marqueur de stress, très intéressant, très bon marché, qui est la glycémie à jeun trop haute, dans un contexte où elle ne devrait pas être haute à cause de l'alimentation, mais où elle est haute à cause du stress. Je ne sais pas, moi. C'est quand même intéressant. Alors, si ce n'était que ça... Bon, on a parlé de la glycémie à jeun haute en cas de stress. Parlons de l'insuline à jeun. Eh bien là, l'interprétation n'est pas si facile que ça. Et j'entends des horreurs, j'entends des monstruosités. Eh oui. Et j'entends ça pas que de la bouche de patients, j'entends ça de la bouche de médecins. Et on me dit, j'apporte des changements alimentaires, je fais progresser mon patient sur le plan de l'alimentation, une alimentation plus équilibrée, la suppression de ce goûter sucré délirant, etc. L'arrêt du jus d'orange matinal avant toute nourriture, les biscuits et les machins et les bazars. Bon. Et donc, il y a des choses qui vont mieux, ok. Peut-être que la glycémie à jeun descend, ok, parfait, s'il était trop haute. Peut-être que l'hémoglobine glycosylée, si on veut bien la doser, descend, très bien, elle était trop haute, tout ça est très bien. Et alors on me dit, mais on a un problème avec l'insuline. L'insuline, au lieu de descendre, elle augmente. Et donc, c'est pas bon, on n'a pas fait la bonne alimentation, le
le programme est raté, le patient n'est pas content, et voilà, c'est un échec. Bon, je ne sais pas comment je garde mon calme moi, dans tout ça. Si on étudie bien la courbe de l'insuline, elle, si vous voulez, elle est biphasique, ok? Une insuline basse, c'est excellent, ça reflète quelqu'un qui mange bien et qui est en forme physique, hein, qui a un métabolisme des hydrates de carbone parfait. On veut une insuline basse. Et figurez-vous, plus souvent chez des gens plus jeunes, mais pas nécessairement, parce qu'il y a des gens âgés qui sont très très fit. Bon, pas moi, mais bon. On essaye et on va faire des progrès ici au printemps. Parce que Goliath retrouve la forme, mais bon, si Goliath est d'accord, moi je suis d'accord, mais s'il est un peu patraque en hiver, il faut que je me calme. Et donc, chez ces gens en bonne forme, l'insuline à jeun est basse. Et vous savez quoi? Elle peut être inférieure à la référence inférieure. Elle peut être trop basse, entre guillemets, trop. Et alors, les gens paniquent. Ils me disent, « Ouh là là, l'insuline est très basse. » C'est un signe de diabète. Parce qu'ils confondent une insuline très basse, très bonne, avec l'effondrement de l'insuline. Donc, c'est l'autre extrémité, si vous voulez, c'est une courbe en cloche. Quand c'est très bas au début, parfait. Et puis quand ça commence à déconner, il faut bien dire ce que c'est quand les gens commencent à manger n'importe quoi, n'importe quand, trop de sucre, on va dire, pour faire court, cette insuline augmente. Alors, elle va repasser dans la zone normale, les gens vont dire « Ah, c'est mieux ». Ben, c'est pas mieux, elle augmente. Dans cette partie-là de la courbe, c'est pas bon d'augmenter. Et puis, elle arrive dans des zones suspectes, voire franchement pathologiques. Et alors, c'est ce qu'on appelle le développement de la résistance à l'insuline. On développe une résistance à l'insuline, ce qui veut dire que le pancréas doit faire de plus en plus d'insuline pour maîtriser la glycémie. Puisque le but de l'insuline, évidemment, c'est de stabiliser la glycémie, malgré les excès de sucre. Donc, il est vrai que dans cette partie de la courbe, dans ce cas de figure, plus l'insuline est haute, pire c'est. Et on n'a pas du tout de critique à faire à des gens qui ont une insuline très basse quand ils sont dans ce camp-là. Bon, vous allez voir que les choses se compliquent un peu parce que quand on continue sur la mauvaise voie, on se retrouve... je ne sais pas trop où on va. Bon. On se retrouve avec un pancréas qui s'épuise. Et un pancréas qui s'épuise, donc là on dépasse, si vous voulez, le stade de résistance à l'insuline, on est dans la décompensation pancréatique. C'est froid. Décompensation pancréatique. Et l'insuline commence à diminuer. Est-ce bon? Non. Non, non, non. Vous savez ce que ça annonce? C'est le diabète type 2. Parce que quand l'insuline commence à manquer, la glycémie explose, diabète type 2. Voilà. Très simple, ok? Et donc, forcément, quand vous prenez en charge des gens qui sont déjà à ces stades-là, avec un mauvais métabolisme des sucres, une hémoglobine glycosylée prédiabétique, voire diabétique, ou borderline, prédiabétique 5,8%, diabétique 6,5%, disons quelqu'un qui est entre les deux, 6,2%. Une glycémie à jeun qui est explosée, 130, trop. Moi j'exige 90, absolument, et honnêtement, 90 c'est pas terrible. Il faut être plutôt à 80, voire en dessous. Je pense que je suis à 83 aux dernières nouvelles. Bon, pas mal. Pas trop stressé le matin non plus.
Évidemment, le cas de figure que je vous présente, on va dire glycémie à jeun 130, HbA1c 6,2%, on lance un bon programme alimentaire, réforme générale, et vous savez un peu en quoi elle consiste. Bon, eh bien, 3 mois après, on refait le point, glycémie à jeun diminue, HbA1c diminue, revient plutôt vers le seuil du prédiabète, c'est ce qu'on veut. Et alors on me dit, ah oui, mais l'insuline à jeun a augmenté. Oh mon Dieu. Oui, évidemment qu'elle a augmenté. Elle était trop basse. Elle était trop basse, le pancréas était en pleine décompensation. Quand on diminue sa charge de travail, le pancréas, il peut récupérer quand on n'attend pas trop tard, trop longtemps. Et donc, quand le pancréas est moins épuisé, retrouve des ressources, eh bien, il refait davantage d'insuline, ce qui contribue à faire baisser la glycémie et l'HbA1c. Évidemment, tout ça va dans le même sens. Mais alors, on me dit, fausse interprétation, l'insuline augmente, c'est mauvais, l'insuline doit diminuer. Oui, elle doit diminuer quand vous êtes sur l'autre versant de la courbe. Mais l'insuline, quand vous êtes sur le versant de la décompensation, pour s'améliorer, elle doit remonter vers d'où elle est venue, vers le pic qui a été atteint avant que le pancréas ne rende l'âme, ne jette les gants, ou le gant. Je crois qu'en français on dit le gant, en anglais les gants. Enfin bon, c'est compliqué. Et donc, voilà, plein d'erreurs d'interprétation de l'insuline. Une insuline très basse chez des gens qui mangent très bien, qui sont en excellente forme physique. On dit, ah non, c'est trop bas, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, absolument pas. Plus c'est bas, mieux c'est. Et puis, une insuline qui remonte alors qu'elle était trop basse, chez des gens qui sont en voie de décompensation diabétique, eh bien c'est très bon, ça veut dire qu'on retrouve de la sensibilité à l'insuline. Ok ? Comprenez ? Est-ce que c'est tellement compliqué ? Non, parce qu'il faut voir le contexte. Il faut savoir à qui on a affaire. Alors, m'envoyer des résultats biologiques. Ah, docteur Mouton, hein, merci pour vos vidéos. Voilà mes résultats. Est-ce que c'est bon ? Oui. Alors, bravo. Qu'est-ce que je dise ? Moi, j'en sais foutrement rien, puisque on ne me donne pas de contexte. Qu'est-ce que vous mangez ? Quel âge ? En forme, pas en forme ? Obèse, méga obèse, mince, maigre ? Qu'est-ce que je dise ? C'est la connerie. Bon. Alors, donc les résultats, il faut les interpréter en fonction du contexte. Et surtout, pas aller gâcher toutes ces informations précieuses en prescrivant le débile index OMA. Parce qu'alors là, on va vous donner un chiffre. Et voilà, vous avez un chiffre et vous n'avez rien de toute cette interprétation subtile. C'est une dure aujourd'hui, parce que franchement, tout ça me tape sur le système. Ce manque de respect, si vous voulez, pour des marqueurs biologiques fondamentaux. Il n'y en a pas tant que ça. Si vous voulez encore regarder le métabolisme des hydrates de carbone, vous regardez les triglycérides. Ce sont des graisses faites exclusivement à partir de sucre, d'alcool, de céréales, de féculents. Chez certaines personnes, rien que les féculents font augmenter les triglycérides. Chez d'autres, il faut du sucre ou de l'alcool ou des jus, etc. Donc, ça c'est encore un excellent test pour le métabolisme des hydrates de carbone. Et puis enfin, vous avez l'acide myristique, qui est un acide gras saturé à 14 atomes de carbone et qui est fourni par les profils d'acide gras. C'est aussi une graisse, une molécule
à classer dans les graisses, mais qui est fabriqué à partir de la même chose que les triglycérides. Plus, on en trouve beaucoup dans l'huile de coco. Ça peut être un marqueur d'une consommation d'huile de coco sans pour autant qu'il y ait des erreurs dans le métabolisme des hydrates de carbone. Voilà. Donc ça vous fait un petit résumé de comment évaluer l'état des lieux. Et c'est quand même un des problèmes majeurs de la médecine moderne, c'est ce bazar de trop de sucre et de diabète et d'obésité, obésité abdominale, graisse abdominale faite à partir des sucres, pas à partir du gras. Voilà. Bon, bah, écoutez, on refera des vidéos, hein. C'est pas faire autrement, hein. Bon, allez, ça se termine tout doucement. Alors, comme je n'arrive absolument pas à le centrer, on va faire un peu du Goliath pris en main. Regardez ça. Hein? Ça a de la gueule, hein, ce petit Goliath aujourd'hui. Vous voyez comme il est en forme. Et alors, bon, voilà, ici, on commence la promenade. Et on n'a pas fini, hein. On va poursuivre. Hein. Et bon, il a son petite cataracte, hein, sur l'œil. Oui, la caméra renverse la gauche et la droite. Donc il est sur l'œil gauche. Et bon, bref. Oula. Ça y est. Nous sommes. Bon, le truc me dit vous avez du mal à filmer. Ben, voyez comment j'ai du mal à filmer. Bon, écoutez, on va le faire une minute plus court. Comme ça, je vous fais une belle intro sur YouTube de 3 minutes pour un peu changer, pour un peu attirer la foule. Vendredi 19h30. Et comme chaque semaine, donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut!